Bonjour à tous. Il est 11h30, comme on n'a que 45 minutes. Si ça vous va, on va commencer. Donc déjà, on vous remercie avec Daniel d'être venu malgré la pluie et d'être venu aussi par rapport au sujet du SI durabilité. Parce que c'est vrai que l'IT, c'est souvent pas quelque chose de très gai quand on discute avec les personnes de la RSE. Et donc c'est un sujet qui commence à devenir important, mais je vous remercie de vous en soucier. Daniel, je te laisse te présenter. Donc bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Donc moi je suis Daniel Barral, je suis directeur des opérations chez K-Shuttle. Donc historiquement j'ai fait beaucoup de finances avec le groupe K-Shuttle et on a pris le virage de la durabilité depuis 2019-2020 avec la DPEF et puis récemment avec la CSRD. Et moi c'est Mena Dogan, donc directeur associé et CPO de la plateforme K-Shuttle. Alors K-Shuttle, je pense que vous ne connaissez pas. Donc on est un éditeur français de logiciels avec une caractéristique où on a essayé de regrouper deux types de profils. Des profils d'ingénieurs en R&D qui développent des logiciels justement, mais également des profils d'experts métiers qui viennent faire plusieurs choses avec les équipes de R&D, qui viennent faire de la veille réglementaire, qui viennent accompagner nos clients quand ils ont des réponses en termes fonctionnels, qui accompagnent nos partenaires et puis qui font des formations pour les différents utilisateurs de nos solutions. K-Shuttle marche sur deux jambes, une plateforme K-Shuttle, donc ça va être important par rapport au SI durabilité, sur laquelle on développe un certain nombre d'applications. Donc les applications qu'on développe, c'est celles qui répondent à la CSRD, une qui répond à la partie GHG, donc gaz à effet de serre, une application qui répond à la partie taxonomie européenne, et on verra deux autres applications, une plutôt financière, enfin les deux, une pour traiter les contrats de location de la norme IFRS 16, et une autre pour traiter la norme Global Minimum Tax, pilier 2 de la Global Minimum Tax. Donc cette plateforme, c'est 280 annéums de développement. Donc quand vous verrez le SI durabilité et comment on se projette sur les 5 prochaines années avec nos clients, en fait ça vient d'un gros travail fait par des équipes. On est une plateforme SaaS et en termes de certification, puisqu'on traite des sujets réglementaires, on est SOC 1, donc ISAE 3402 pour ceux qui connaissent, et SOC 2 27001. Alors K-Shuttle en quelques chiffres, c'est plus de 160 clients. Donc on a essentiellement des clients grands comptes, près de 200 000 users dans le monde. Et un indicateur qui est extrêmement intéressant pour nous, c'est le taux de churn ou le taux de renouvellement. Alors le churn, c'est les gens qui vous quittent pour adopter une autre solution. Et le taux de renouvellement, quand il est bon, ça veut dire qu'on ne vous quitte pas. Donc on a un taux de renouvellement de plus de 99%. En gros, pour l'instant, on n'a eu aucun client qui a quitté notre solution pour en adopter une autre. On est plus de 150 salariés, nos clients sont répartis dans 130 pays et nous-mêmes, nous avons 6 bureaux. Donc un à Paris, un au Luxembourg qui développe l'Europe du Nord et de l'Est, un bureau à Vienne pour la zone d'art, en Tunisie, au Maroc et puis un bureau à New York pour de l'extension de maintenance. Alors quelques mots sur nos clients. Donc aujourd'hui, on travaille avec des structures de toute taille, mais essentiellement quand même des grands comptes. Et la particularité de nos solutions, c'est qu'on a un excellent fit avec à peu près tous les secteurs d'activité, parce qu'on a énormément d'agilité et de souplesse dans la mise en œuvre et dans l'implémentation, notamment du reporting de durabilité. Alors vous allez retrouver des structures du monde bancaire qui ont la culture du chiffre et qui apprécient notre passé de financier et notre capacité à produire un reporting standardisé extrêmement précis sur l'analytique. Vous allez retrouver des industriels qui, dans leur cœur de métier, ont besoin de rentrer plus dans la réalité physique, notamment pour la modélisation du carbone, et qui apprécient les capacités de notre solution. Vous allez retrouver de la logistique avec des noms relativement grands du secteur, qui ont toujours une problématique de volumétrie, d'aller coller au plus loin. Évidemment, quand on a 10 000 entrepôts, c'est pas du tout la même problématique que quand on n'a que des bureaux dans son activité. Et donc voilà, on a une solution qui est très appréciée de nos clients et qui permet aujourd'hui d'adresser les besoins de tous les secteurs d'activité, toutes les tailles de structures. Je vais prendre la... Donc aujourd'hui, notre mission, ça va être de soutenir les entreprises dans leur transition, tout en leur fournissant les outils, et notamment
les outils pour réaliser leur SI de durabilité, pour mesurer leur impact et suivre leur trajectoire. Pourquoi on intervient et pourquoi on pense qu'on a un vrai positionnement à prendre sur ce marché-là? Parce qu'aujourd'hui, on est face à la CSRD qui représente un challenge sans précédent. Je ferai le parallèle tout à l'heure avec la finance, mais on va se rendre compte qu'effectivement, on a très peu de temps pour faire des choses quand même extrêmement riches et complexes. Le premier pan, c'est effectivement l'extension du périmètre de reporting. Pour certains, on vient d'une DPEF, pour d'autres, on part de rien. Ça dépend dans quelle case de la réglementation on se situe et dans quelle case de l'éligibilité on se situe. Quoi qu'il en soit, le volet environnemental, social et gouvernance, ça va représenter aujourd'hui 1178 data points. Il n'y a pas encore les sectoriels, ça va venir, et donc ça va évidemment s'étoffer avec le temps. Et puis on va se rendre compte qu'avec la réalité opérationnelle qu'on vit, on va devoir collecter beaucoup plus d'indicateurs réellement pour produire ces attendus-là. Donc effectivement, en termes de volumétrie et d'extension de ce qu'on fait aujourd'hui dans le reporting de durabilité, ça change totalement de Galaxy. La deuxième chose, c'est que vous allez devoir collecter des données qui sont à la fois complexes et à la fois éparses, c'est-à-dire dans des départements, dans des systèmes que vous n'avez pas forcément sollicités par le passé. Vous allez demander à absolument toutes vos filiales et tous vos différents centres de coûts et de profit. Et surtout, il y a différentes formes. Vous allez devoir collecter de la donnée réalisée, de la projection, du plan d'action, du narratif qui décrit vos politiques et vos orientations, etc. Donc, on n'en est plus à collecter 150, 200 chiffres, comme on pouvait le voir chez beaucoup d'acteurs lorsqu'ils produisaient leur DPEF. Le troisième point, c'est l'intégration de la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus seul, il y a vos fournisseurs et vos partenaires qui font partie de l'équation. Et donc forcément, ça complexifie beaucoup l'exercice, d'autant plus que les données fournisseurs, c'est jamais les données les plus fiables qu'on va avoir. Donc on est tous le scope 3 de quelqu'un et on a tous un impact sur la chaîne de valeur de nos clients. Donc toutes ces informations-là, il va falloir les structurer et les remonter efficacement. Et puis inversement, quand vous êtes du côté client, les collecter et les agréger dans votre reporting. Le quatrième défi, c'est la qualité et la fiabilité. Donc, vous allez devoir mettre en place un processus interne pour notamment provisionner un risque de contrôle d'audit externe pour que vos chiffres soient à la fois exacts et vérifiables et que donc on sache qui est la personne ou le système qui les a produits, comment est-ce que l'information a été extraite, remontée, quel a été le chemin jusqu'à la création du rapport, etc. Donc ça, en soi, c'est un véritable challenge, là où régulièrement les entreprises étaient équipées d'Excel pour réaliser leur DPEF, leur collecte de données, etc. Donc là aussi, on va changer de Galaxy. Et le dernier point, c'est l'impact financier et opérationnel. On le voit beaucoup aujourd'hui chez nos clients. C'est que finalement, on va mobiliser énormément d'équipes. On a des clients chez qui il y a des chantiers avec 6 équipes transverses qui vont se mettre en place pour adresser la construction du reporting CSRD. Et donc, tout ça dans un calendrier qui est extrêmement serré. Il y a des publications qui doivent sortir dès janvier 2025. Il y en a qui choisissent, même s'ils ils doivent publier en 2026, de faire un exercice à blanc sur le rapport des données 2024 en 2025. Donc, dans tous les cas, en termes de timing, c'est serré pour tout le monde. Et on a aujourd'hui pas un seul client qui est en mesure de nous dire on est en avance, on est à l'aise avec le timing et ça va se passer de façon simple. À côté de ça, en fait, on nous demande de faire ce qu'a fait la finance, mais ce qu'a fait la finance pendant un certain nombre d'années, et ça s'est fait avec un laps de temps beaucoup plus important. Si on se demande aujourd'hui comment a été construit le système financier, ça a démarré avec des processus très manuels qui petit à petit se sont mécanisés, mais ne faisaient pas encore appel à l'informatique. On est arrivé à des premiers systèmes informatiques avec du mainframe dans les années 60. C'est vraiment la micro-informatique, les postes individuels et l'apparition des premiers logiciels de comptabilité qui fait que les PME et l'ensemble des entreprises significatives peuvent automatiser leurs processus financiers. Et là, on arrive aux années 80. C'est l'apparition et la globalisation d'Internet qui vont permettre d'avoir des transactions en temps réel, qui vont permettre d'observer des ERP à peu près chez tout le monde. Mais évidemment, c'est des choses qui se font encore une fois de façon très, très continue. Et on arrive après les années 2000 avec, alors on avait déjà les IAS, mais à partir des années 2000, c'est les IFRS qui vont être déployés progressivement. Et donc les normes standards pour garantir la comparabilité de deux acteurs pour les analystes, elles mettent une quinzaine, une vingtaine d'années à
à se déployer. Et en bout de chaîne, on arrive avec nos EPM, nos outils de pilotage qui font que les contrôleurs de gestion vont pouvoir jouer avec la donnée, la triturer, la retourner selon différents axes d'analyse, etc. En parallèle de ça, vous avez systématiquement des révolutions technologiques, des éléments qui font leur apparition, qui sont intégrés dans les roadmaps de nos financiers. Évidemment, tout ce qui va être Big Data Analytics, qui offrent des nouvelles perspectives à la finance pour venir analyser beaucoup plus finement leur performance. Vous allez avoir toute l'apparition du cloud et tout le choix d'aller vers le cloud des DSI, donc qui va engendrer de nouveaux types de problématiques d'interopérabilité entre les systèmes, d'interfaçage, de confidentialité de la donnée, etc. etc. La partie IA qui, plus que jamais, est au cœur de l'actualité, qui fait qu'on va pouvoir apprendre de nos données, extrapoler, faire des analyses automatiques, faire du prédictif, etc. Et enfin, la problématique de cybersécurité qui s'intensifie aussi dernièrement, mais systématiquement, chaque grande révolution, elle s'absorbe sur une décade et elle laisse aux gens le temps de l'intégrer dans leur système, dans leurs préoccupations, de façon assez smooth. Aujourd'hui, si on revient à notre problématique, on va faire un jeu de piste ensemble. On va partir de ce qu'on connaît, donc le SI Finance qui est relativement structuré, les SI opérationnels qui, en fonction du cœur de métier où on est, vont être plus ou moins étoffés, vont contenir plus ou moins d'informations, et le SI RH qui, de façon générale, est aussi relativement bien connu et structuré. Et on souhaite remplir les ESRS. Remplir les ESRS, ça veut tout et rien dire, mais effectivement, il y a quand même un beau jeu de pistes au milieu pour y arriver. La première chose, c'est ce qui souvent a été le plus en visibilité des directions RSE. Il va falloir produire un bilan carbone, mais ce bilan carbone, il va y avoir plusieurs composantes à l'intérieur. On va déjà aller regarder ce qui se passe au niveau de nos achats, quand on va s'intéresser au scope 3. C'est pas forcément la première étape, mais c'est l'une des plus complexes et structurantes. Donc évidemment, on part de toutes nos factures fournisseurs, on va faire des transformations, des exclusions, on va les catégoriser, on va venir faire un certain nombre d'éléments de mapping pour se dire, ben voilà, ça correspond à telle activité, tel type de dépense, et voilà ce que ça vient engendrer a priori comme empreinte carbone. Dans le meilleur des mondes, votre fournisseur, il vous met l'empreinte carbone sur la facture. Dans le pire des mondes, il faut modéliser les choses et venir expliquer à quoi ça correspond avec des abacs sectoriels ou des choses comme ça. La deuxième chose, c'est que dans les SI opérationnels, avec un peu de chance, on va retrouver des informations plus ou moins complètes sur le volet environnement, donc que ce soit sur les déchets, le recyclage, l'eau ou l'énergie. Donc évidemment, toutes les consommations d'énergie en particulier vont redescendre dans notre bilan carbone sur les deux premiers scopes. Et tous ces éléments-là vont commencer à nous donner quelque chose qui ressemble à un bilan carbone. Donc vous voyez qu'une première chose, c'est d'extraire l'information, de la transformer manuellement. Une deuxième chose, c'est d'arriver à la processer automatiquement dans notre bilan carbone. De tout ça, on va produire un attendu réglementaire qui nous donne les émissions par scope, par pays et par activité et qui va venir alimenter directement les ESRS. Donc là, j'ai fait une première partie de mon travail. La deuxième, c'est que ce bilan carbone, il va venir s'agréger dans le travail autour de la taxonomie européenne. Donc la taxonomie européenne, elle se base sur un chiffre d'affaires IFRS 15, donc ça vient directement du SI Finance et en particulier de la consolidation. Elle se base sur des CAPEX et des OPEX qui sont également dans ce SI Finance-là. Donc je vais venir les agréger, entre autres, avec ce que je récupère de mon bilan carbone pour dire si ma production, elle est alignée ou pas avec les critères taxonomiques. Et donc effectivement, au-delà des CAPEX, CA et OPEX que je récupère directement dans mon SI Finance, il y a des CAPEX taxonomiques que je vais devoir réintégrer avec des retraitements et des calculs, notamment tous les contrats de location retraités au sens de la norme IFRS 16 qui vont devenir des CAPEX taxonomiques. Tout ceci va pouvoir me permettre de publier un tableau réglementaire qui, lui, se déverse directement dans les ESRS. Donc la deuxième jeu de piste autour de la taxonomie, vous voyez qu'on en a fait deux qui sont quand même assez conséquents. La troisième chose, c'est qu'on ne vous demande pas que du chiffre ou que du constat, il faut aussi vous projeter dans la transition, mettre en place des plans d'action. Donc ça va être des plans d'action vers l'alignement au niveau de la taxonomie, ça va être évidemment vos plans d'action de décarbonation suite au bilan carbone et à l'identification de vos plus grands postes d'émissions, et évidemment les moyens associés à la transition. Donc vous avez un certain nombre d'investissements ou de frais de fonctionnement qui vont contribuer à cette transition et que vous allez allouer à cette transition. Donc tout ça, c'est des choses qu'on vous demande de flaguer. Évidemment, on va être plus dans le qualitatif parce que c'est des engagements que vous prenez, c'est du
du plus verbeux, et on va venir aller alimenter nos ESRS avec ça. Ça devient presque simple, mais tout en haut, vous allez retrouver le volet social qu'on va, dans le meilleur des cas, pouvoir extraire directement du site du SIRH. Vous allez retrouver tout un volet sur les effectifs, sur la formation, sur tout ce qui se passe sur le terrain, etc. Donc vous voyez qu'en jouant à ce jeu de pistes, on se rend compte que c'est pas que un chemin linéaire. Enfin, vous allez retrouver des choses assez matricielles parce que le bilan carbone, la taxonomie se répondent. Toute la partie plan d'action va être assez transverse, mais finalement va devoir répondre aux différents enjeux que vous avez, y compris au social. Enfin, au final, voilà, remplir les ESRS, ça demande une gymnastique qui part de nos systèmes existants ou des personnes quand l'information n'est pas structurée et qui atterrit dans un formidable document que vous allez devoir publier en fonction de votre éligibilité. Donc là, on vous a montré ce qu'on appelle une architecture fonctionnelle. Le cahier des charges de cette présentation, c'était le SI de durabilité. Alors, le SI de durabilité, on va voir comment on traduit ce qu'on a vu fonctionnellement tout à l'heure en système d'information. Parce que pendant quelques années, enfin les 2 dernières années, quand on écoutait nos clients nous exprimer le besoin de mettre en place un outil CSRD ou un outil GHG, quand on leur posait la question, mais comment ça s'inscrit dans votre trajectoire du SI ? La question, c'est j'ai besoin de faire un reporting CSRD, donc merci de me collecter mes 1200 indicateurs, ou 1178, et puis derrière, je presse sur un bouton et mes reportings sortent. Donc là, on a fait des gros yeux. On s'est dit 1200 indicateurs, mais est-ce que vous les avez dans vos systèmes d'information? Est-ce que vous allez les saisir? Aujourd'hui, quand on fait un peu le parallèle avec la finance, on se retrouve dans des grands groupes avec des outils de pilotage financier où on tourne autour de, allez, je vais exagérer, mais 300 à 800 indicateurs. On a mis ça en place, comme disait Daniel tout à l'heure, en 10 ans. Là, vous me parlez de 1100 indicateurs ou 1200. Ces indicateurs, quand on les regarde un par un, on se dit, bah tiens, en fait, finalement, il n'existe pas comme ça dans mon système. Il faut que je le calcule, donc il va déboucher sur une série de sous-indicateurs pour pouvoir calculer l'indicateur qu'on doit discloser. Donc on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas à terme 1200 indicateurs, c'est peut-être 4000 à 5000 indicateurs à discloser et à manipuler pour pouvoir piloter son reporting CSRD. Bon, on imagine tous que les utilisateurs qui doivent saisir de l'information, déjà que la finance, quand ils font ça tous les mois pour 300 indicateurs, bon voilà, c'est un boulot à temps plein. Les opérationnels sont les entreprises aujourd'hui, quand elles collectent de l'information, elles se disent mais non, il faut que ces données soient collectées automatiquement le plus possible. Et après, c'est la question qui vient ensuite, c'est de dire, bon, Monsieur Degan, on veut collecter automatiquement les systèmes. Depuis nos systèmes, pardon. Et là, on leur dit, d'accord, mais ces indicateurs, est-ce qu'ils existent chez vous? Alors, je pose la question, je sais qu'ils n'existent pas. C'est des nouveaux indicateurs qui ont été publiés l'année dernière. Donc, ce serait étonnant qu'ils existent tels quels dans les systèmes d'information et qu'on puisse les requêter facilement. Surtout qu'on va avoir à faire accès à plein de SI différents. Et donc, c'est là qu'on s'aperçoit qu'avec une grande ambition au démarrage des projets, les gens s'inscrivent sur des lots. Donc on commence par peut-être 600, 1000 indicateurs, ensuite 1000 suivants dans un lot 2, un lot 3, etc. Et c'est pour ça que je dis souvent quand on rentre chez nos clients, c'est on n'est parti pas pour un projet, on est parti pour quelques années, parce qu'on va construire comme ça avec vous, petit à petit, ce fameux SI durabilité. Et le sommet de l'iceberg de ce SI durabilité, c'est le reporting CSRD. Mais ce n'est que le sommet de l'iceberg. Un iceberg, vous savez, c'est 1/10 de visible et puis 9/10 de pas visible. Et d'ailleurs, c'est les 9/10 qu'on fait couler le Titanic. Donc voilà. Donc en fait, et après par rapport à ça, il y a 2 approches. Les gens qui nous disent, bah, moi ce que je veux, c'est être compliant, et on fait du reporting. Et d'autres qui nous disent, bah non, je vais profiter des nouvelles normes pour en faire une force pour mon entreprise et me transformer. Et donc faire du reporting ou faire du pilotage, ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, dans les systèmes d'information, quand on fait du reporting, alors pour ceux qui sont au fait de ces systèmes-là, on appelle ça de la BI, de la business intelligence. Et quand on est dans les systèmes financiers et qu'on veut faire du pilotage de la performance, on est dans ce qu'on appelle l'EPM, l'Enterprise Performance Management. Et en fait, dans ces 2 SI, enfin ces 2 outils logiciels, on aborde les choses de manière totalement différente. Dans la BI, ce qu'on va faire, on va faire des restitutions et des reporting. Donc si on veut être, entre guillemets, que compliant,
en se disant je ne profite pas de l'opportunité que m'offrent ces normes de transformer mon activité ou mon entreprise, effectivement, des outils BI pourraient correspondre. Parce que je vais collecter de l'information et je sors mes reporting. Maintenant, si on veut aller plus loin et qu'on veut faire des plans d'action, là, il faut d'autres technos. Et d'ailleurs, quand on regarde les outils BI, alors pour les gens qui sont au fait, on appelle ça des bases de données relationnelles pour stocker la donnée. Et dans les outils EPM, on appelle ça des bases de données multidimensionnelles. Et ce n'est pas le big data encore. C'est pas... Donc les bases de données relationnelles, donc de la BI, va très bien gérer le texte. Parce qu'ils savent gérer du texte, ça c'est très bien. Par contre, quand on parle de chiffres, ils sont moins bons. Les bases de données multidimensionnelles vont très bien gérer les chiffres. Et d'ailleurs, dans la finance, jusqu'à maintenant, quand ils faisaient leur reporting, c'était essentiellement des reportings financiers avec des agrégations au niveau des paliers, au niveau des groupes, des calculs de prorata, de consolidation, etc., de pro-forma, mais souvent avec des chiffres. Dès qu'on leur dit il faut mettre du texte, là, ils tiquent. Donc on voit en fait apparaître deux mondes de gens qui proposent des offres IT, qui viennent avec leurs forces et leurs inconvénients. Ceux que j'allais dire, moi, du canal historique de la RSE, donc on en voit un certain nombre ici, qui, eux, ont une bonne expérience de publication des rapports des PEF et qui vont être basés sur des technologies plutôt relationnelles, donc à bien manipuler du texte. Et ceux qui viennent du monde de la finance, avec des grosses plateformes qui font de la consolidation, etc., et qui, eux, savent très bien manipuler des chiffres. Et dès qu'on leur demande de faire du texte ou des fichiers, bon, ils y arrivent, parce qu'on y arrive toujours en informatique, mais c'est pas forcément, enfin, ils tordent un peu le produit pour y arriver. Donc voilà, donc en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la CSRD, la première chose qu'on peut en faire, c'est du reporting. La deuxième chose, c'est de la simulation. Parce qu'une fois que je me dis, OK, j'ai reporté, je sais pas, mon taux d'égalité homme-femme, et je me dis, bah, tiens, sur ce taux d'égalité homme-femme, comment est-ce que je vais projeter et quelles sont les opérations que je vais faire dans le futur pour pouvoir améliorer ce taux? Vous voyez la différence entre reporting et pilotage? Et c'est deux choses différentes. Quand on fait la deuxième chose, il faut des technologies capables de générer des chiffres sur des projections pluriannuelles. Et donc, c'est un gap techno. Et souvent, il faut prendre la bonne technologie pour adresser le bon sujet. Donc voilà, donc là, on est sur la partie reporting CSRD. Et souvent, les gens me disent, bon, bah, Mena, OK, ce reporting CSRD, ça se passe plutôt bien. On va se connecter sur les systèmes. Alors, nous, on le verra tout à l'heure, on a tous les API qui vont bien pour s'interfacer avec n'importe quel système qui sait communiquer. Maintenant, est-ce que vous avez un système qui communique dans votre entreprise? Alors au début, quand on discute avec l'IT, ils nous disent non, mais nous, on a la data factory, on a le data warehouse, on a tout ce qu'il faut. Et puis dès qu'on demande le premier indicateur, bah, en fait, celui-là, on ne l'a pas. Bon, OK, parce qu'il faut aller le chercher à tel endroit et on ne sait pas le réconcilier, on ne sait pas quelle est la règle de calcul et de transformation pour venir la stocker de manière unitaire ici. Donc même si ça va être utile, dans un premier temps, si ce n'est pas prêt chez vous, ça va être prêt dans peut-être un an ou deux. Il faut laisser le temps à l'IT d'interfacer les systèmes en amont pour pouvoir amener les chiffres avant de les collecter directement. Ce qui veut dire que l'IT CSR doit aussi se permettre de faire de la collecte manuelle d'informations. Et là, vous voyez, j'ai fait deux parties. En haut, on va voir ce qu'on appelle les opérations. Et en bas, on va voir les outils finance. Donc, mon outil CSRD. Alors, quand on parle IT, moi, j'aime bien dire, quand il y a un process métier, souvent, il y a un modèle de données et un modèle de traitement qui est associé. On ne fait pas la même chose quand on fait du calcul du gaz à effet de serre que quand on fait le calcul de la taxonomie. Donc mon référentiel n'est pas le même, mes règles de gestion ne sont pas les mêmes, etc., etc. Mais c'est vrai pour tous les process et toutes les analytiques que vous allez pouvoir vouloir creuser. Je dis bien creuser parce que si vous ne creusez pas, finalement, vous n'aurez pas besoin. Si vous voulez creuser, on va s'apercevoir qu'on a besoin. Donc qu'est-ce qu'on voit? Hop. Ah oui, et en plus de ça, maintenant, on nous parle de plus en plus d'IA. Alors nous, on est un petit peu à la pointe là-dessus parce qu'on a les câbles en l'air pour pouvoir se connecter à n'importe quel système d'IA, qui soit existant chez le client, qui soit dans le cloud ou qui soit porté par nous. Mais encore une fois, il faut réfléchir à quelles données je mets dans cette IA pour pouvoir la faire réfléchir par rapport aux réponses que j'attends. Donc c'est encore un sujet qui va venir s'agréger. Donc ça veut dire que demain, l'IT va avoir beaucoup de boulot avant de pouvoir alimenter des informations qui viendront discloser les données CSRD.
Donc on parlait de modèle de données, donc on a compris, si j'ai une application si j'ai un besoin de taxonomie avec ses règles de gestion et son modèle de données, j'ai pareil pour le GAG. Donc là, on voit apparaître, déjà dans mon SI durabilité. Alors pourquoi on appelait ça SI durabilité? C'est pour faire comprendre aux clients qu'il y avait un SI finance, et dans le SI finance, quand on prenait un process analytique, ils avaient une application dédiée. Il y avait un SI RH, il y avait un SI comptable, et donc ce qu'on veut reporter et discloser aujourd'hui, si on veut le faire proprement sur toutes les thématiques, il va falloir créer un SI de durabilité, et c'est ce que je suis en train de dessiner avec vous. Donc là, on commence à voir que ce SI durabilité, il va avoir une tête de pont qui est l'application CSR Insight chez nous. Il va être interfacé avec l'application Taxonomy Insight qui, elle, gère très bien les calculs dédiés, les projections, les éléments de la taxonomie européenne. Et pareil pour GAG Insight. Et on verra tout à l'heure qu'on pourra même aller encore plus loin. Donc une fois qu'on a dit ça, vous voyez, tout à l'heure, je disais, on a le reporting et après la simulation et les projections. Ici, j'ai une flèche comme ça. Si on ne fait que du reporting, la flèche est dans ce sens. Je suis consommateur de données pour mon reporting dans ma CSRD et puis je disclose ce que j'ai à discloser. Si on veut faire un peu de simulation et de projection et de plan d'action ici, je vais définir dans mon outil CSR des objectifs long terme sur plusieurs années. Et ces objectifs, une fois que je les aurai saisis dans mon outil CSR, je vais avoir envie qu'ils remontent. Ah, j'ai cliqué ou pas. Voilà. Qui remontent dans mes outils GHG ou taxonomie pour pouvoir les consommer et entrer dans le reporting de suivi de mes collaborateurs qui saisissent ou qui génèrent les données de taxonomie ou ceux qui font du GHG. Donc le renvoi de données est aussi extrêmement important pour pouvoir récupérer les projections dans ces systèmes. Bon, là, je fais un petit aparté pour la petite histoire, et c'est ce qu'on voit souvent aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit que les éditeurs vont dans cette direction. C'est que pendant, on va dire, de 2022 à 2023, on avait des éditeurs qui étaient best of breed, c'est-à-dire des champions du GHG, ou des champions de la taxonomie, ou des gens qui étaient champions de la CSRD. Et en fait, ils avaient une offre, et cette offre portait sur un des process. Donc de plus en plus, on se rend compte, ils se rendent compte tous, qu'on va avoir besoin de faire communiquer tous ces process, et que tous ces process vont partager toute une série d'informations dans l'entreprise. Alors, la première chose, c'est les référentiels. Référentiels d'entités, référentiels de produits. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de choses. Quand je vais commencer à les paramétrer dans mes outils, il va bien falloir que je puisse le faire une seule fois et que tous ces outils partagent quelque part les mêmes référentiels quand ils sont partagés. On va avoir le même besoin sur la sécurité. Quand je vais donner les droits d'accès, il va falloir que les utilisateurs puissent naviguer entre ces outils sans s'en rendre compte et puis derrière consommer ou écrire les chiffres qu'ils ont le droit de faire. Et puis sur les workflows, etc. etc. Et donc, on voit apparaître de plus en plus d'éditeurs qui font GHG et CSRD, d'autres qui viennent du monde de la finance, forcément, qui font taxonomie et CSRD, et qui essayent d'aller vers le GHG, et ainsi de suite. Mais on va voir que ce n'est pas suffisant. La trajectoire, c'est un peu plus que ça. Donc, on a parlé du best of breed. Donc, côté finance, quand on regarde un petit peu comment la CSRD et la taxonomie s'insèrent dans le dispositif, dans CSRD, à un moment, il y aura des récupérations de données financières qui viendront de l'ERP, de l'outil de consolidation et de l'outil des données IFRS, notamment sur les CAPEX verts. Alors, IFRS, c'est une norme financière pour gérer les contrats de location, et notamment quand vous avez des immobiliers. De plus en plus, dans cette gestion de contrats de location, les clients nous disent « Tiens, j'ai besoin de faire de la simulation ici. Est-ce que je reconduis ou pas mes contrats de location immobilière sur 10 ans ?» Je vais mettre des critères ESG et je vais faire tourner des outils de simulation qui vont me calculer si oui ou non j'ai intérêt à prolonger tel contrat de location ou pas, pour pouvoir ensuite avoir une meilleure notation autour de mes investissements. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait le côté reporting et pilotage apporte quelque chose de particulier. Et donc Lease Insight chez nous alimente les données des CAPEX verts dans Taxonomy Insight. Donc là on voit ce qu'on appelle nous le pont entre la finance, le pont du reporting financier et extra-financier. Vous voyez, ça fait un petit pont. Ok, donc partie finance, c'est ça. Après, partie opération, alors là,
J'allais dire c'est parti. Donc partie opération, donc on sait qu'on a, quand on est industriel, des outils d'HSE. On a forcément son SIRH. Et puis, dans les thématiques des ESRS, il y a toute une série de thèmes, comme la biodiversité, le recyclage, etc. etc. Et on s'aperçoit que potentiellement, alors c'est pour ça que c'est en pointillé ici, c'est que potentiellement, il va y avoir d'autres sous-applications analytiques qui vont vous permettre d'aller gérer spécifiquement la biodiversité, ou gérer le recyclage de mes produits, ou gérer d'autres thématiques qui peuvent être mentionnées ici, et qui sont matérielles pour vous, et qui vont devoir être gérées à une maille de plus en plus fine. Je dis bien de plus en plus fine, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous aurez fait vos reportings, la question d'après, ça va être, alors, sur cet indicateur, comment je creuse ? Sur cette thématique, comment je fais ? Et donc, derrière, on déploie des modules complémentaires pour gérer ces analytiques. Alors, ce qui est en gras, c'est des applications standalone chez nous qui existent et qui sont réglementaires et qu'on maintient. Et ce qui est avec des petits pointillés, c'est des applications qu'on peut faire en custo chez nos clients quand ils ont besoin d'avoir une analytique particulière sur ces thématiques. Donc voilà, donc, dans la CSRD, il y a certains indicateurs qui viennent de l'outil HSE, sur tout ce qui va être risque, caractère social, etc., et de l'outil RH. Bon, très bien. Maintenant, quand on a dit ça, on se dit, OK, mais dans mon outil RH, attendez, j'ai peut-être été trop vite. Dans mon outil RH, est-ce que j'ai les informations ? Alors, généralement, quand on veut faire une analytique poussée, nouvelle, parce que dans une nouvelle stratégie, généralement, si la donnée elle n'avait pas de sens d'exister avant, elle n'existe pas dans les systèmes. Il n'y a personne qui va s'embêter à stocker des données inutiles. Donc, si ce n'était pas forcément quelque chose de pertinent pour vous, ça n'existe pas. Donc, il faut être en mesure de se dire, OK, j'ai besoin d'informations RH particulières. Alors, notamment, de plus en plus, on voit arriver les incentives dans les rémunérations des dirigeants sur les indicateurs ESG respectés. Recyclage de l'eau, biodiversité, réduction du nombre d'accidents, etc., etc. Donc ici, côté simulation, je me mets à des objectifs. Et puis je veux les suivre, et puis j'ai des volumes financiers qui me disent, ben voilà, l'année prochaine, je vais dépenser, j'ai une bêtise, j'en sais rien, 100 millions de primes d'incentives ESG auprès de mes patrons de pays. OK, donc une fois que je récupère ça, comment je vais stocker et collecter mes données de cette analytique ? Ce n'est pas l'outil CSR qui va le faire pour vous. L'outil RH, soit il est customisable et simple à utiliser, et effectivement, peut-être que vous pouvez faire revenir vos intégrateurs et leur demander de vous mettre un module à l'intérieur des nouveaux champs qu'on peut saisir pour faire des projections. Mais là, on va vous dire, oui, mais attention, c'est de l'EPM. Donc derrière, il faut faire un cube. Et donc, on s'aperçoit que finalement, ce qu'il en ressort, c'est on crée une application intermédiaire qui va venir faire le mapping et la réconciliation entre les deux visions. La vision de ce qui est capable de fournir l'outil RH et la vision qui est attendue par la CSRD. Et donc là, vous avez un module complémentaire, gestion des incentives, dans lequel vous allez pouvoir déclarer vos patrons de pays, vos agences, vos activités, faire des simulations, des calculs spécifiques à cette thématique de je vais incentiver mes patrons de pays. En fait, là, ce que je veux faire naître en vous, c'est de vous dire il y a 1200 indicateurs, il y a quand même un certain nombre de thématiques, 17 ODD. Si demain, je veux être pointu sur toutes mes thématiques, potentiellement, je vais en avoir un certain nombre d'applications de pilotage et de simulation et de reporting pour chacune des thématiques. Donc là, on voit arriver le SI durabilité. Et on voit bien qu'il ne va pas être plus petit que le SI finance. Donc, OK, je vais devoir créer un outil entre les deux. Et cet outil entre les deux, alors pour ceux qui ont eu l'habitude de mettre des outils de mapping entre deux systèmes d'information, se disent, il me faut un des outils qui soit le pivot référentiel. Qui me garantit mon pivot référentiel ? Est-ce que c'est CSRD ? Est-ce que c'est le SIRH ? Alors, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, on ne s'est pas posé de questions. On s'est dit, bon, de toute façon, ce n'est pas forcément prêt chez les clients. Donc, nous, on est capable de faire ce pivot référentiel, d'autant plus qu'on le fait déjà avec nos applications verticalisées. Et donc, finalement, cette application va pouvoir s'appuyer sur un pivot référentiel ici et associer des tables de mapping qui vont transformer la data pour pouvoir être consommée ici. Donc voilà, donc ça, c'est entre deux systèmes, SIRH et CSRD.
Maintenant, parfois, il y a quelques clients qui nous disent bah, nous, le GHG, c'est simple, on a des modules. Alors, pendant longtemps, on n'avait pas voulu aller sur le GHG parce qu'il y avait beaucoup de concurrents. Et on s'est dit tiens, les concurrents, finalement, ça pop-up rapidement. Ils arrivent à faire un calculateur bilan carbone relativement facilement. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt pour nous à aller construire un module, autant se plugger sur un module existant, comme on le fait avec la finance, comme on le fait avec le RP, etc. Et comme on a des clients grands comptes, à un moment, on a eu, alors c'était BPCE, je crois, qui nous a dit non, c'est pas possible. En fait, les outils du marché répondent pas aux problématiques des grands groupes. Nous, on a des entrées-sorties de périmètres, on a des périmètres d'agrégation type conso, alors c'est pas de la conso. Et donc, on a un certain nombre des proformas, par exemple. Donc, on a un certain nombre de choses qui sont faites dans la finance classiquement, mais que les outils du GHG qu'on trouvait sur le marché à l'époque ne faisaient pas forcément. Donc, ils nous ont demandé de le construire, et donc on a pu le construire en apportant tout ce qu'on savait faire de la finance dans cette thématique du bilan carbone. Maintenant, on est à un certain niveau de pilotage. On s'aperçoit aussi que, bon, si on veut creuser le bilan carbone, eh ben, y a des gens qui vont vous dire, en fonction de leur activité, ben moi, alors je suis une boîte de consulting, j'ai 60 000 consultants dans le monde à qui je donne des voitures. Moi, les frais, le pilotage des business travel, c'est hyper important. Et donc, j'ai une analytique particulière pour mes business travel avec des centres de coûts, un split par produit, activité, allocation, etc. Donc, forcément, ce n'est pas lui qui va s'en occuper. Et donc, on peut faire un sous-module business travel, comme on peut faire un sous-module GHG à la maille produit. Donc, on a eu une boîte d'habillement qui nous a demandé, moi, j'ai 10 000 nouvelles références par an. Je voudrais pouvoir suivre le bilan carbone de mes 10 000 nouvelles références. Et puis, pas simplement comme le bilan carbone le fait, je veux pouvoir me dire où c'est que je peux choisir, enfin, où c'est que je vais choisir mon meilleur fournisseur de tissus, de fils ou d'heures travaillées pour coudre mes chemises. Et là, on s'est dit, OK, donc vous comprenez bien que ce n'est pas l'outil GHG qui va le faire. Parce que là, c'est vraiment une analytique, il faut un cube multidimensionnel pour pouvoir paramétrer tous ces éléments-là, lancer des calculs de projection, mettre ces inducteurs, et puis après, ça sort des chiffres. Et ces chiffres, une fois qu'ils sont agrégés, on peut venir les récupérer pour reporter ce qui est à reporter dans le BGS. Voilà. Après, il y a d'autres outils type ACV pour calculer produit ou traçabilité produit qui peuvent exister. Donc, on voit que finalement, bon, le SI, autant sur la partie, on va dire, pilotage et très profond dans l'opérationnel, fait vraiment le pont entre la finance et les opérations. Donc ça, on l'a dit par rapport au bilan carbone. On a vu que c'était un petit peu vrai, mais entre les systèmes sur la partie RH, et on va s'apercevoir que... J'ai cliqué, mais il ne se passe rien. Ah si, voilà. On va s'apercevoir... Donc là, j'étais trop vite, je crois. Non, c'est bon. Donc on va s'apercevoir qu'on va avoir besoin de plusieurs choses. Donc déjà, avec le SIRH, on a cette application de pilotage. Avec le RP, là, on a vu des clients qui nous ont dit on a besoin d'une application de pointage parce que dans mes OPEX de ma taxonomie, dans mes factures, je n'ai pas toutes les informations nécessaires. Et quand je fais des décisions pour savoir, tiens, dans telle dépense, il y a 30% de verre, etc., et je dois mettre un commentaire, où c'est que je l'écris? On ne va pas l'écrire à la facture dans CSR Insight. Donc, on a un outil de pointage pour pouvoir récupérer toutes les factures de l'ERP et venir enrichir les éléments pour venir expliquer les factures. Alors, c'est vrai que ce type d'outil, souvent, on se pose la question avant de le faire, de dire, oui, mais attendez, votre ERP, il ne peut pas prendre ça en charge? Parce que les factures, elles ont vocation à être dans votre ERP. De plus en plus de ERP commencent à dire, bah, nous, on fait de l'IA pour aller lire les factures et récupérer les informations utiles si elles existent. Et donc, potentiellement, oui, c'est la bonne idée de le faire ici. Donc là, on appelle l'IT, on leur dit, allez, on lance un module complémentaire dans l'ERP, et ils vous disent, non mais attendez, je suis en train de changer 40 ERP, on n'a pas le temps, on en a pour 5 ans, on ne va pas aller casser tous nos programmes pour réintroduire ce nouveau besoin. Donc qu'est-ce qui se passe? On dit, en attendant, bah, on va faire des modules complémentaires pour pouvoir produire les chiffres. Alors ça, c'est vrai en amont. Alors après, on a des petites subtilités dans des boîtes d'investissement notamment. On s'est aperçu là chez BPI que quand ils investissent maintenant, dans les contrats d'investissement, ils mettent toute une série de critères ESG. Ouf, c'est pas l'alarme. Ils mettent toute une série de critères ESG dans lesquels maintenant il faut les suivre tous les mois, tous les trimestres en fonction de la convention qu'ils ont pu avoir avec leur investi. Et ces critères, il faut les suivre.
Et donc, donner des accès à des tierces personnes pour pouvoir remonter par contrat avec une typologie d'engagement qui peuvent être différentes en fonction de l'activité de chacun des investis. Et donc, encore une fois, une application dédiée. Et puis, à la fin, on s'aperçoit que quand on construisait nos outils de BI et de reporting pour le disclosure, pendant des années, la finance, elle prenait ce qu'elle produisait de ces outils d'analytique, elle sortait la data, elle les donnait à une boîte de com pour produire un super bouquin de publication. Mais entre-temps, on se dit, bon ok, moi j'ai toute ma chaîne ici de récupération, de collecte des données, mais en bout de chaîne, j'ai besoin de faire ce qu'on appelle du disclosure management, c'est-à-dire en bout de chaîne, de manière collaborative, venir enrichir et ajuster les datas. Et c'est là qu'on voit arriver certains outils du monde de la finance qui font très bien ça et qui viennent faire le reporting des éléments CSR. Donc, s'il me reste un petit peu de temps... Oui, il me reste un peu de temps, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant avant que je passe la suite? Oui. Je vais peut-être laisser Daniel répondre. Alors, il y a des outils qui font ça. La question, c'est ce que vous recherchez. Nous, on nous a déjà fait intervenir sur des applications ad hoc où la problématique du client, c'était de dire j'arrive pas à trouver dans les outils du marché la modélisation des contrôles que je dois réaliser, des plans d'action que je veux suivre, etc. Donc, j'ai vraiment besoin de quelque chose sur mesure. Là, on va pouvoir vous aider. Après, si ce que vous cherchez, c'est quelque chose de réglementaire et, entre guillemets, qui vous simplifie le raisonnement, on ne sera pas forcément le bon outil. Mais on a déjà mis en place, par exemple, des outils de suivi de la compliance fournisseur avec les normes internes du groupe. Et donc, c'était dans notre plateforme, le client, il venait définir ses standards, définir les checklists de contrôle, définir les campagnes d'évaluation qu'on allait faire des fournisseurs, etc. Et tout ça, c'était modélisé pour le client. Effectivement, le gros avantage, c'est que c'est moi qui dis ce que je fais et mon costume, il est sur mesure. C'est pas du prêt-à-porter, quoi. Donc c'est des choses qu'on peut faire, mais tout dépend de par quoi est drivé votre besoin. Si c'est réglementaire et standard, ça ne sera pas nous. Si vous voulez quelque chose d'adapté, ça pourra être nous. En fait, on met le doigt, je pense, c'était une bonne question, parce qu'on met le doigt sur ce côté, bon ok, j'ai compris, je vais avoir un SI avec beaucoup de modules pour gérer des thématiques spécifiques. Et ces modules, l'important, c'est qu'ils doivent communiquer les uns avec les autres. Et ces modules, on a deux choix aujourd'hui, et moi je pense que de toute façon on ne va pas faire tout blanc ou tout... Enfin, voilà, il faut que c'est une zone grise entre les deux. L'idée c'est de dire, je choisis soit la plateformisation, nous c'est ce qu'on fait ici, on propose une plateforme capable d'avoir des verticaux réglementaires et puis de customiser certaines applications ad hoc, comme on le disait tout à l'heure. Et après, parfois ces applications, on n'a pas besoin de les faire chez nous parce que vous les avez déjà. Par exemple, sur la HSE, vous avez peut-être déjà un outil d'HSE, un de nos concurrents qui est en face de nous là-haut, donc, que vous pourriez avoir très bien, avec lequel on peut éventuellement aussi communiquer. Et donc, en fait, la force de ces outils, ça va être de se dire, OK, qu'est-ce qui va dans une plateformisation en termes de thématiques sur plusieurs années, parce qu'il va falloir que tout ça, ça communique et que je le fasse vivre et que je le maintienne. Et sur certains spécifiques, peut-être que je vais chercher du best of breed, c'est-à-dire le meilleur module qui va me gérer le risque fournisseur, parce que moi, sur cette partie, bon là, j'ai mis GHG, mais ça pourrait être risque fournisseur, sur cette partie risque fournisseur, j'ai des trucs spécifiques, et je n'ai pas envie de les redévelopper, il y a un outil qui le fait très bien, prenons-le. Comme on s'appuie finalement sur un outil RH, un ERP ou un autre, hein, ce sera un fournisseur de données comme les autres. Donc voilà un petit peu ce que nous on propose en termes de SI, et c'est ce côté plateformisation. Alors je pense que pour ceux qui ont suivi quelques cahiers des charges, quand vous voyez des éditeurs arriver, on voit arriver les éditeurs des deux mondes, du monde on va dire du canal historique de la RSE et du monde de la finance, qui eux viennent en disant bah tiens, vos besoins finalement de reporting, nous on sait faire des projets de reporting, vos besoins de reporting au-delà du texte, bon bah c'est des agrégations et des reporting que nous on fait depuis des années, les proformas on sait faire, gérer des organigrammes on sait faire, de la simulation et des projections on sait faire, gérer des périmètres analytiques on sait faire. Donc c'est des outils qui sont également adaptés et qui doivent construire sur leur plateforme
ces différents modules. Ou prendre des modules en best of breed, avec le risque de se dire demain, bon, là je vais exagérer, hein, je prends le schéma extrême, mais d'avoir un outil, on va dire ici CSR chez Tagetic, un outil GAG chez Sweep, un outil taxonomie chez OneStream, un outil FRSS chez K-Shuttle, et là, de se dire, OK, donc ça fait des compétences, ça me fait multiplier en termes de pricing le prix, parce que vous allez payer au nombre de users qui vont utiliser la plateforme. Et donc, si vous avez plein d'éditeurs de logiciels, vous allez payer N fois le prix des users. Alors que normalement, ceux qui font de la plateformisation ne vous font pas payer les users, ils vous font payer les modules. Et donc, voilà, donc ça amène plein de problématiques de compétences, de mise en place, d'intégration dans le SI, de gestion de fournisseurs, etc., etc. C'est pour ça que nous, on s'est lancé dans ce fameux SI durabilité, avec comme perspective, on va dire, 3-4 ans sur les grands groupes, parce qu'on voit bien que c'est impossible de le faire en une année, même si on commence par un lot 1, que les clients choisissent. Alors, soit c'est que CSR, et de plus en plus aujourd'hui, on voit qu'on fait un mix CSR-GAG, pour pouvoir démarrer sur un lot 1 et puis après enrichir sur les interfaçages avec les autres applications et les autres besoins. Donc une fois qu'on a dit ça, OK, chacun des applications et modules traite très bien son process métier. Ce qui va faire après la différence dans ce fameux SI de durabilité, c'est toutes les petites flèches là. Et toutes ces petites flèches d'interfaçage, là, c'est en fonction du SI, de ce qu'on est capable de faire, en fonction de l'outil source, de l'outil cible, etc. Il y a toute une série de connecteurs qui sont possibles pour pouvoir récupérer ou envoyer de l'information. Donc nous, ce qu'on dit souvent, et quand on discute avec l'IT, c'est que de plus en plus aujourd'hui, comme les gens de l'IT essaient de construire des data factories, des data lakes, des endroits pour centraliser l'information avant de nous la renvoyer dans nos systèmes, eh ben, on va avoir la même chose, non pas en data, mais en process. Et quand on dit en process, c'est-à-dire ce qu'on appelle un middleware. Bon, c'est un nom un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Et ces middleware, donc nous, notre plateforme K-Shuttle, on en a un, a vocation à créer les processus intelligents pour pouvoir interfacer la plateforme ou les verticaux CSR Insight, GAG Insight et autres, avec le reste du SI. Et en fonction de ce que le SI dispose, est-ce qu'il y a des entrepôts, est-ce qu'il y a un big data, est-ce qu'ils ont une IA on-prem stockée chez eux, est-ce qu'il faut directement interfacer à un ERP, ou est-ce qu'ils ont eux-mêmes un middleware pour que ces deux middleware puissent communiquer et échanger de l'information avec tous les autres systèmes. Et quand ces middleware communiquent, il y a différents types de connexions. Alors, il y a le classique, SFTP à travers des fichiers, alors tout type de fichiers, Excel, fichiers plat CSV, JSON, etc. Bon, ça c'est beaucoup plus rare parce qu'on n'ouvre jamais les accès directement aux bases de données, mais on pourrait le faire dans l'absolu, du requêtage direct dans les bases de données. Et ensuite, ce qui se fait de plus en plus, c'est ce qu'on appelle des API REST. Et ces API REST permettent de communiquer soit en synchrone ou asynchrone. Parce que parfois vous allez vous dire, bah tiens, quand la donnée est présente et qu'elle est validée dans mon système RH, j'aimerais bien qu'elle soit envoyée tout de suite en synchrone à mon outil de CSR, par exemple. Des API standards qui vont soit attaquer des ERP. Donc nous, on a toute une série d'API d'export et d'import au niveau de la data qu'on peut fournir en modèle d'échange. Et on fait en plus ce qu'on appelle le mode food ou delta. Parce que là encore, ça amène une autre complexité. Si je fais un mode full, c'est le plus simple, c'est-à-dire que je sais que j'ai tout mon périmètre de janvier 2024, je supprime, je charge tout, je ne me suis pas posé de questions. Si je veux faire un mode delta, parce qu'en fait, je ne veux pas toucher à ce que j'ai déjà fait, parce que ce que j'ai déjà chargé, j'ai peut-être déjà des allocations qui ont été faites, des calculs de nouveaux indicateurs qui ont été saisis, et que je veux changer qu'un périmètre, parce que le workflow l'a invalidé d'un côté et on doit le revalider de l'autre. Là, il y a des règles de gestion à mettre en place pour gérer le delta. Ensuite, ça peut être manuel ou automatisé, ces réplications de données. Et puis derrière, ces flux, souvent, à un moment, ils vont avoir un peu d'intelligence. Cette intelligence, c'est dans un premier temps la data quality. Allez juste vérifier que ce que vous m'envoyez, c'est juste. Ça colle à mon référentiel, qu'il n'y a pas de doublon,
qu'il y a des règles de gestion qui font que certaines données, c'est bien des chiffres et pas du texte, enfin, etc., etc. Alors, je le dis parce que souvent, on me dit, oui, non, c'est normal, ça fonctionne. Ben non. Souvent, quand on nous donne des fichiers, au début, c'est jamais bon. Donc, voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour. Il nous reste 10 minutes. Là, oui. Attends, il te reste des éléments à dire? Ah, c'est jusqu'à 15? Ah, pardon, je crois que c'était jusqu'à 30. Alors, j'étais bavard. Alors, est-ce que vous avez des questions? Excusez-moi. Oui. Je vais laisser répondre. La double matérialité, en fait, là où elle intervient, c'est qu'elle va vous préfiltrer vos attendus réglementaires en bout de chaîne sur le rapport et sur ce que vous devez discloser. Et fatalement, en fait, elle va s'impacter sur toute la chaîne d'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez solliciter ou non, différemment, avec un certain niveau de granularité. Enfin, elle est présente dans le process et dans la philosophie de tout ce que vous faites. Mais là où elle va le plus être visible, c'est dans la cinématique de CSR Insight et dans le rapport final que vous Alors, si la question, c'est publiez. est-ce qu'on a un module de création, de gestion de double matérialité? Aujourd'hui, on ne l'a pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fournit à nos clients, c'est un fichier Excel qui est un petit peu intelligent, dans lequel on vous donne tous les éléments pour pouvoir justement travailler cette double matérialité et après faire ce gap analysis. C'est plus comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. On n'a pas trouvé l'intérêt pour le moment de le mettre et de le centraliser dans un vertical métier, parce que ça peut être amené à changer. Et puis de toute façon, on fait vivre notre fichier Excel qu'on donne à nos clients quand ils font cette étude-là. Donc pour l'instant, on ne l'a pas en natif. On vous donne plutôt des outils pour le faire. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Ah. Alors pour l'instant, oui. Alors, un projet bien perçu chez les clients, il faut la direction de la durabilité, la direction financière, la direction de la digital transformation, la direction de l'IT et la direction des archives sécurité. Quand on a ça déjà, on sait que le projet est bien traité, enfin en tout cas bien perçu. Après, sur la mise en œuvre, de toute façon, on n'a pas encore mis en place tous ces applicatifs parce que ça va se construire petit à petit, les clients ne sont pas prêts pour le faire. Nous, on pense qu'aujourd'hui, alors, on a mis en place 2 grands groupes, CNP et la Banque Postale, Alors, ça a démarré les projets ont démarré en avril d'un point de vue outil et la mise en production s'est réalisée là récemment en septembre. Donc il va y avoir un dry run avant la publication. Mais avant d'arriver à ce lancement en avril, en interne, on avait mobilisé des task force qui étaient extrêmement conséquentes. Enfin, dans chaque groupe, il y avait entre 20 et 30 personnes qui étaient vraiment intervenues sur la réalisation du protocole de reporting. Donc, pour des groupes comme eux, c'est effectivement extrêmement ambitieux. Et dans tous les cas, ça ne peut pas démarrer avec une équipe RSE silotée qui impose des choses, quoi. Le plus important, c'est d'embarquer les autres directions et de faire quelque chose de transverse, quoi. Alors, ça veut dire que technologiquement, on sait aller vite pour la mise en place. Maintenant, on en revient à la double matérialité. Nous, on a besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez reporter et quels sont les vrais impacts chez vous. Donc ce travail, il faut le faire en amont quand même. Donc voilà. Bon, je vous remercie. Ah, une autre question. Je crois qu'il faut qu'on laisse. Il y a quelqu'un d'autre après nous ou pas? Je ne sais pas, je sens une pression dans le couloir, mais allez-y. Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors ça, la CS3D, c'est quelque chose qu'on étudie également. On étudie aussi SFDR, parce que finalement, on a les bonnes technologies pour le faire. Et c'est des choses qui vont venir s'agréger dans notre catalogue d'applications réglementaires. Merci à vous. Bonne journée.